Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter Pulse Life, mon partenaire et une plateforme que je recommande chaleureusement. Dans un contexte d'hypercroissance des connaissances médicales, Pulse Life met à disposition des soignants toute la connaissance médicale fiable et à jour pour leur permettre d'exercer une médecine fondée sur les preuves et améliorer la qualité des soins. Je l'utilise moi-même et je trouve cet outil vraiment utile. On y trouve des algorithmes interactifs, des recommandations validées, une base médicamenteuse complète et même un expert médical conversationnel IA qui vient d'être développé. Ce chatbot garantit des réponses fiables et sourcées avec un accès direct aux documents de référence. Pulse Life, c'est donc l'allié indispensable pour rester à jour et simplifier nos prises de décision médicales. Alors, allez y jeter un œil, ça vaut vraiment le détour, c'est sur le site pulselife.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des compétences à acquérir si on souhaite devenir un médecin exceptionnel, rien que ça. Qu'est-ce qu'un bon médecin ? C'est une question que je me pose, comme beaucoup d'entre vous, et c'est une question qui évolue dans le temps, c'est une question philosophique, c'est une question que je trouve passionnante. J'ai eu l'occasion d'en parler, notamment avec Dan Lipsker sur le podcast, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec lui, j'en parle avec beaucoup de mes intervenants, et il ressort quand même deux grands thèmes. Le premier, c'est les compétences techniques qui définissent un bon médecin. Évidemment, un bon médecin, c'est celui qui s'est interrogé, qui s'est posé plein de questions, c'est celui qui s'est examiné, c'est celui qui connaît les signes et les symptômes, c'est celui qui connaît les examens complémentaires, et les diagnostics aux noms improbables, les noms de syndromes que tout le monde a oubliés, les maladies auto-immunes et inflammatoires. C'est celui qui a la tête remplie de dictionnaires. Mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, quelqu'un qui a des compétences humaines fondamentales. Et c'est ce que je vous propose de vous exposer dans ce podcast. On sait que la relation médecin-patient a des effets de guérison. Les médecins le savent et le patient le savent encore plus. Malgré cette reconnaissance, ces compétences relationnelles sont rarement étudiées de manière systématique et elles sont souvent reléguées à l'art mystifié, voire non scientifique de la médecine. Donc, pour clarifier le sujet et aborder ces compétences humaines de façon scientifique, je vous propose de vous présenter une étude parue dans les Annals of Internal Medicine en décembre 2008 par Larry Churchill. C'est une étude qui est super importante et en fait, les auteurs ont été malins, ils ont interviewé 50 praticiens, identifiés par leur pairs comme des médecins hors pair. La traduction anglaise, c'est des healers, des guérisseurs, je ne sais pas si c'est correct, mais en gros, les auteurs de cet article, ils ont souhaité savoir qu'est-ce qu'un bon médecin, ils ont souhaité explorer les compétences humaines fondamentales, donc ils ont interviewé 50 praticiens, et ils leur ont posé la question, à savoir... Comment établissez-vous et maintenez-vous des relations de guérison avec vos patients ou quelles actions concrètes mettez-vous en œuvre pour cela ? Et donc, il s'est dégagé de ces deux questions 8 thèmes fondamentaux. 8 thèmes fondamentaux ont émergé de ces deux questions que les auteurs ont posées aux 50 praticiens de médecine allopathique, c'est-à-dire les internistes, les médecins généralistes, les gastro-entérologues, etc., mais également des praticiens de médecine complémentaire, ce qui est très intéressant. Comment ça marche ? Donc, 50 interviews de praticiens provenant de 3 États des États-Unis différents, considérés par leurs pairs professionnels comme étant particulièrement doués pour établir et maintenir d'excellentes relations avec les patients. Parmi les praticiens interrogés, on comptait 40 médecins académiques de diverses spécialités, je vous en parlais, ainsi que 10 praticiens non médecins en médecine complémentaire et alternative, ce qui est à mon avis super intéressant pour cette étude, parce qu'on sait que les médecins académiques, les médecins allopathiques traditionnels peuvent souffrir parfois d'un manque de qualité humaine, ce que les médecins de médecine complémentaire investissent. On a eu l'occasion d'en parler, c'est pour ça que je trouve cette étude très intéressante. Il faut savoir que dans les matériels et méthodes, les participants étaient âgés de la mi-trentaine à la fin de la soixantaine, et il faut préciser que la moitié étaient des femmes, la moitié étaient des hommes.
Donc, je vais vous présenter ces 8 compétences fondamentales qui ont émergé. La première des choses, c'est de faire les petites choses. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La première compétence essentielle pour être un excellent médecin, c'est les petites attentions. Les petites attentions font les grands hommes et les grandes femmes. Qu'est-ce que c'est? C'est sourire, serrer la main, établir un contact visuel, appeler par le nom complet ses patients, par exemple. Ce que les praticiens interrogés ont voulu préciser par là, c'est que ces petites attentions, comme présenter les autres individus présents dans la pièce, toucher ses patients, c'est-à-dire leur serrer la main, leur mettre la main sur l'épaule, etc., c'est essentiel. C'est quelque chose qu'on oublie. Je suis presque navré de vous le représenter, mais c'est vraiment la première chose qui a été dégagée quand on a interviewé 50 praticiens pour savoir pourquoi ils étaient aussi bons. C'est la première impression. Quand vous croisez quelqu'un, que ce soit un soignant ou n'importe qui, vous savez autant que moi que la première impression, elle est fondamentale. Peut-être qu'elle peut être fausse, mais c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. C'est quelqu'un qui vous sourit, qui a une attitude bienveillante, c'est qui vous fait comprendre qu'il va être là pour vous. Alors, quand on est soignant, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça commence immédiatement quand on croise le premier regard de notre patient. C'est la façon dont on le regarde chaleureusement, dont on l'accueille, dont on l'appelle, dont on l'installe, dont on établit un premier contact avec lui. Et il précise quelque chose d'intéressant, c'est par exemple présenter les individus qui se présentent. C'est quelque chose que je n'avais pas en tête, mais effectivement, dans un cabinet médical, il y a du monde, il y a du personnel, il peut y avoir un secrétaire ou une secrétaire, il peut y avoir des assistants, etc. etc. C'est de présenter les intervenants en place. C'est fascinant et c'est quelque chose d'absolument important. Pensez à cela, aux petites attentions, à regarder bien dans les yeux et avoir une relation simple, bienveillante et accueillante pour chacun de vos patients. Donc, première attitude fondamentale, s'efforcer de faire ces petites choses essentielles. La deuxième chose fondamentale qui sort de cette étude, c'est de prendre le temps et d'écouter. Alors je sépare cette phrase en deux, c'est prendre le temps d'un côté et écouter d'un autre côté. L'écoute active, c'est absolument essentiel. J'en ai parlé notamment avec Solène Blanchin, mon amie, on en a parlé dans un podcast sur la médecine narrative. L'écoute active, c'est le fait de prendre le temps d'écouter le récit de nos patients. Et il faut savoir que c'est un acte thérapeutique en soi. Ça peut même suffire, c'est absolument incroyable, mais le fait de se poser calmement et d'écouter les histoires de nos patients peut avoir un effet curateur. Pourquoi? Parce que les gens vont plus voir le prêtre, ils ne vont plus ou moins se confier à leur famille, à leurs amis, et les soignants se retrouvent en première ligne. Et c'est un acte plurimillénaire qui est extrêmement simple, et je le dis souvent, tout le monde peut le faire. Donc, c'est de se poser et d'écouter activement ses patients en prenant son temps. Je vous cite un des interviewés, un des professeurs de médecine qui a été interviewé dans cette étude. Lors de ma première rencontre, j'essaie de faire connaissance, et ce que je sais, c'est que cela prend du temps. Je peux avoir des milliers de choses à gérer, mais je dois m'asseoir et essayer de paraître détendu. Je pourrais même enlever ma blouse et essayer de leur montrer avec mon langage corporel que je dis « j'ai du temps pour vous ». C'est ça que ça veut dire. Cet homme, il a tout compris. C'est une attitude non verbale qui invite à la confidence et qui laisse le temps aux gens. Ce qui est absolument essentiel également, le corollaire à tout ça, c'est de répondre aux questions que les patients nous posent et de laisser le temps à ces questions d'émerger. Je vous cite un autre interviewé. « Je passe beaucoup de temps à écouter les réponses aux questions que je pose, puis j'essaie de laisser un peu de silence, surtout avec les personnes très inquiètes, afin qu'elles puissent me dire ce qui les préoccupe. » Prêtez attention aux histoires de nos patients, aux récits qui donnent une cohérence à la vie des patients et à l'histoire derrière l'histoire, c'est capital. Et pour ça, il faut du temps. Vous savez autant que moi qu'un patient qui vient vous voir pour un symptôme peut venir en fait pour quelque chose de beaucoup plus important qui se cache derrière. Il va peut-être vous parler de son eczéma, mais il ne va pas vous parler de son divorce. Il va peut-être vous parler de son angine, mais il ne va pas vous parler de sa dépression, de sa tristesse.
Il va peut-être vous parler d'une douleur abdominale, mais ce qui est important, c'est son histoire familiale, c'est ses difficultés économiques. Je sais bien qu'on n'a pas tous le temps, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues, néanmoins, faire l'impasse là-dessus, c'est à mon avis faire l'impasse sur l'essentiel. Je vous cite un autre médecin interrogé. Les interroger sur eux-mêmes, c'est-à-dire les patients, et pas seulement sur leur maladie. Leur permettre de raconter leur propre histoire sans trop d'interruptions, et s'intéresser aux aspects de cette histoire. Voilà encore quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on a tendance dans notre métier à s'intéresser aux signes, aux symptômes, parce qu'on a envie d'aller vite, de les rapprocher dans nos cases diagnostiques, de prescrire rapidement pour que le patient sorte le plus rapidement possible. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de laisser les patients dérouler et même d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de les faire parler d'eux, parce que c'est à partir de ce moment-là que la confiance va naître, que la bienveillance va naître et que toute la relation va être modifiée. Les patients, ce n'est pas des choses, ce ne sont pas des diagnostics à remplir, ce ne sont pas des cases à cocher. C'est beaucoup plus profond que ça, et encore une fois, ça prend du temps. On vient de voir les deux premières qualités essentielles. En 1, faire les petites choses. En 2, prendre le temps et écouter. Et en 3, le thème qui revient parmi ces praticiens expérimentés, qui confient leurs recettes pour être d'excellents médecins, c'est d'être ouvert émotionnellement. Alors j'étais un petit peu étonné d'entendre ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont rapporté, tous ces grands professionnels, que l'ouverture émotionnelle, la sensation et l'intelligence émotionnelle des médecins était primordiale. Les patients apportent leurs blessures en consultation. Cela demande de la volonté, cela demande du courage de la part du praticien, qui doit être prêt à s'ouvrir à cette vulnérabilité patient après patient. Ça demande des facultés d'intelligence émotionnelle. C'est extrêmement difficile, mais rassurez-vous, ça se travaille. Les praticiens qu'on a interrogés affirment que c'est cette volonté, ce courage dont je vous parle qui rendent la guérison possible. Il faut se rendre vulnérable. On n'est pas des robots. Et si on ne veut pas être remplacé, il faut développer ces qualités émotionnelles pour que les gens aient un véritable humain en face de soi. C'est extrêmement difficile. Moi-même, j'ai beaucoup de difficultés là-dedans. J'essaye de travailler dessus. Mais c'est comme dans un couple, c'est comme en amitié. Il faut s'ouvrir émotionnellement, il faut accepter de prendre des coups, il faut accepter de vivre et de recevoir les histoires que les gens nous présentent. Donc ça demande de la volonté, il faut le vouloir, c'est difficile. Ça demande du courage, parce que en fait, le but, c'est pas de se réfugier derrière des arbres diagnostiques, des algorithmes, des prescriptions. C'est du courage pour s'ouvrir aux histoires parfois sordides et parfois qui se multiplient au cours de la même journée. Il faut être prêt à s'ouvrir à tout ça pour être un bon praticien. Alors, c'est extrêmement difficile. On peut y arriver parfois. C'est normal de ne pas y arriver tout le temps. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un cap et c'est de travailler dessus. Je vais vous citer un des interviewés qui illustre cette capacité. Vous savez, il m'arrive de pleurer ou d'être bouleversé. Et je pense que beaucoup de médecins, à ce moment-là, se replient, deviennent plus cliniques et passent outre. Mais si vous vous étendez un peu et que vous vous permettez de ressentir ces émotions, cela aide énormément le patient. C'est en fait très gratifiant, autant que c'est difficile. On est là-dessus, c'est accepter d'être soi-même vulnérable et surtout accepter de raisonner avec l'histoire qui se présente en face de nous. Soyons vulnérables, à mon avis, c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter pour nos patients et pour nous-mêmes, parce que ça peut nous servir ailleurs. La 4e compétence que ces brillants praticiens soulèvent, c'est de trouver quelque chose à apprécier et à aimer chez son patient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que souvent, on peut avoir des patients qu'on apprécie beaucoup spontanément. Parfois, c'est comme ça. On apprécie des patients plus que d'autres, c'est la vie, il ne faut pas en avoir honte. Et parfois, il y a des gens qui nous rebutent, parfois il y a des gens qui nous énervent, il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir. Je suis sûr que vous êtes comme moi et qu'il y a ce patient que vous voyez sur votre liste en début de journée et vous vous dites « Oh là là, non, pas lui, j'ai pas envie de le voir. » Mais c'est normal, c'est humain. Mais en fait, il faut travailler là-dessus parce que
Ce que proposent ces praticiens, c'est de trouver chez chaque patient une qualité, un accomplissement, ou même juste une manière d'être qui peut être appréciée ou admirée. Ça va nous permettre de nous relier à lui, de lutter contre notre aversion spontanée pour tel ou tel patient et d'essayer de rentrer le plus possible en contact avec lui pour pouvoir l'aider. Donc, il rapporte, ces auteurs de l'article, que pour certains praticiens, il est utile d'imaginer le patient comme s'il s'agissait de leurs parents ou conjoints ou de leur enfant ou petit-enfant en fonction de l'âge et du sexe du patient. Bon. C'est vrai que c'est assez étonnant, il faudrait demander aux psychiatres, aux psychologues ce qu'ils en pensent, mais vous voyez l'idée. Il faut savoir qu'une fois que le soignant ressent de l'empathie et s'ouvre à la compassion, un autre domaine de soins devient disponible. Il faut travailler à ouvrir cette petite porte, aussi minime soit-elle, aussi petite soit-elle, qui va nous permettre de rentrer en relation avec le patient et de ne pas se braquer, de ne pas se vouloir se débarrasser de lui, mais de vouloir l'aider parce qu'on est quand même payé pour ça, il faut bien le dire, et c'est quand même notre travail. Alors je vais vous citer, pour clore cette 4e compétence, de trouver quelque chose à apprécier et à aimer chez notre patient, je vais vous citer un des praticiens interviewés. L'amour est un mot difficile à utiliser lorsqu'on parle de relations entre médecins et patients. Aimez-vous vos patients ? Je pense que vous le devez. Certaines personnes ne veulent pas dire qu'ils le font, mais je pense que pour vraiment parvenir à la guérison, vous devez aimer. Vous devez être compatissant et compréhensif, et être prêt à marcher sur le chemin blessé avec eux. Alors dans ce 2e épisode, je vais aborder les 4 derniers, et on va commencer immédiatement par la 5e, c'est enlever les barrières. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les barrières, c'est des objets physiques, ce sont des objets physiques, des bureaux, des ordinateurs, des téléphones, que sais-je. Ce sont aussi des attitudes, des mots, des barrières, c'est tout ce qui met un écran entre soi et le patient. C'est faire preuve d'humilité, de simplicité. J'ai été frappé dans le podcast, quand j'ai reçu des professeurs de renom, j'étais frappé de leur simplicité, de leur bienveillance, de leur amicalité. Et en fait, je suis sûr que vous l'avez remarqué, mais quand des gens sont à un tel niveau de compétence, on peut choisir d'être un égocentrique, on peut choisir d'être un homme ou une femme détestable, mais maîtrisant absolument un domaine de compétence, une niche particulière, ou on peut choisir d'être un homme ou une femme exceptionnel, d'aller un cran au-dessus. Et c'est faire preuve d'humilité, de considérer les autres êtres humains comme notre égal. Et j'ai eu la chance de croiser nombre d'entre eux. Alors ils sont assez rares, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font preuve plutôt du versant inverse, mais beaucoup y arrivent, en tout cas certains. Et donc l'humilité, la simplicité, c'est considérer le patient qui se présente en face de nous comme notre égal. C'est le considérer comme quelqu'un qui a fait la démarche de venir nous voir pour demander de l'aide, et c'est se considérer soi-même comme devant être à la hauteur de répondre à cette attente. C'est susciter un climat de confiance, c'est susciter une bienveillance, d'être agréable avec lui, et de ne surtout pas se considérer comme supérieur à lui. C'est une remarque et un défaut qu'on peut nous opposer parfois. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus et à réfléchir aux figures qui nous sont offertes à nous, de nos profs de médecine, qui sont des hommes ou des femmes exceptionnels, il y en a. Je vais vous citer un interviewé qui rapporte « Je peux facilement ouvrir une porte et ramener un patient dans la pièce, essuyer le nez d'une mère en pleurs ou vider une corbeille à papier, ou faire l'une de ces choses que l'employé le moins bien classé de l'hôpital fait. » C'est ça, c'est être un simple humain et se considérer simplement comme un médecin et pas comme un dieu ou que sais-je, et malheureusement il y en a beaucoup. Je vais vous citer une autre phrase d'un autre praticien interviewé. « J'aime qu'ils comprennent, en parlant de mes patients, que je suis un être humain, que je ne suis pas un dieu, je suis un médecin. » C'est une attitude, c'est un langage, c'est une considération, et là encore ça se travaille. C'est par exemple enlever l'ordinateur, en tout cas
regarder son patient et pas regarder un écran. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un médecin qui tape son compte-rendu d'observation en face du médecin qui est en train de lui parler. On peut prendre 3 minutes pour faire ça à la fin. C'est enlever son téléphone, ou au moins l'éteindre. C'est regarder les gens dans les yeux, être disposé à eux et, vous l'avez compris, enlever toutes les barrières qui font écran entre soi et son patient. C'était la 5e compétence essentielle. Je vous propose d'aborder la 6e, qui est de laisser le patient s'expliquer. Tous ces praticiens d'exception ont soulevé cette compétence comme essentielle, et ça rentre dans le cas des grands cliniciens, notamment dans l'interrogatoire. Donc ces sujets d'exception interrogés, ces médecins, ces praticiens, ont insisté sur le fait que les patients sont la meilleure source d'informations sur leur état, et qu'une partie essentielle de la guérison est de permettre la compréhension de leur maladie par les patients. Les questions ouvertes semblent particulièrement efficaces. Vous savez comme moi que laisser les patients parler, c'est une mine d'informations et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou à dépêcher. C'est le patient qui va vous raconter si son horaire de douleur est plutôt mécanique ou inflammatoire. Il ne va pas le dire en ces termes, mais vous allez le comprendre en le laissant parler. C'est lui qui va vous rapporter la chronologie de sa maladie. Et on a tendance à les couper trop vite, trop facilement, et c'est une erreur. Ce que je proposais dans un précédent podcast, c'était de laisser au moins 1 à 2 minutes les patients parler. Ça paraît dingue, mais en général, je crois qu'on coupe nos patients au bout de 20 secondes. Il y a eu des études là-dessus. Et pour ça, les questions ouvertes sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que plutôt que de dire « vous n'avez pas eu mal hier soir », eh ben, vous demandez plutôt « qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» C'est de ne pas enfermer son patient dans une réponse, mais lui laisser une ouverture pour qu'il déroule. Et après, secondairement, on interprète de façon médicale et technique le discours de nos patients. Mais laissons les patients s'exprimer librement. Je cite un des interviewés, « Un bon moyen de faire commencer le patient est simplement de lui demander ce qu'il comprend de ce qui se passe jusqu'à présent. C'est une ouverture très large, cela leur permet soit d'être très scientifiques et de parler des tests qu'ils ont subis, soit d'exprimer la partie émotionnelle si elle est importante pour eux à ce moment-là. Cela leur donne l'occasion de cadrer cela en fonction de ce dont ils ont le plus besoin, plutôt que de commencer par des questions spécifiques sur l'aspect médical. » C'est essentiel, c'est-à-dire que faire commencer le patient sa consultation en lui demandant ce qu'il comprend de ce qui se passe jusqu'à présent, c'est une excellente technique parce que ça permet déjà de comprendre le discours sur lequel on est. Est-ce que le patient veut quelque chose de scientifique, de cadré, d'algorithmique, ou est-ce qu'il veut quelque chose de sentimental, il veut être rassuré, il veut poser des questions. Ça permet de se situer, ça prend vraiment pas longtemps et surtout le patient il a l'impression d'être entendu, ce qui à mon avis est essentiel. Et donc en laissant dérouler son patient, j'ai dit 1 à 2 minutes, évidemment ça peut être beaucoup plus, mais sachant qu'on coupe nos patients au bout de 20 secondes, 25 secondes je crois, je vous assure que laisser 1 à 2 minutes c'est pas un luxe, si vous faites ça à chaque patient, vous passerez outre bon nombre de faux diagnostics et vous en redresserez beaucoup, je vous garantis. Donc en laissant dérouler le patient, en lui posant des questions ouvertes, on peut ensuite traduire dans un langage et une terminologie qui nous sont compréhensifs et significatifs, tout ce que le patient a rapporté. C'était la 6e compétence, laisser le patient s'expliquer. La 7e compétence qui a été relevée dans cette étude, c'est de partager l'autorité. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que de nombreux praticiens interrogés établissent dès le départ l'idée d'une responsabilité partagée pour la guérison. C'est-à-dire que il y a des années, la relation entre un médecin et un patient était plutôt verticale. C'était culturellement admis qu'on allait voir son médecin qui savait et qui verticalement allait nous imposer son savoir, nous prescrire des médicaments et que le patient n'avait que pour seul droit de s'exécuter. Les temps changent, c'est très bien. Et maintenant, il faut partager l'autorité. C'est pas moi qui le dis,
c'est de brillants médecins qu'on a interrogés et c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut partager la décision. Mais pour partager la décision entre le médecin et le patient, ça implique de partager l'information. Il faut promouvoir ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer au patient. Alors pas forcément en termes ultra techniques, ça peut être en termes vulgarisés, selon le niveau cognitif, le niveau social, le niveau intellectuel qu'on a, que le patient nous présente. Mais il faut partager l'information, c'est essentiel. Et une fois qu'on a partagé l'information, il faut partager la décision. Je vous cite un des médecins interviewés. L'une des premières parties de ma consultation avec quelqu'un est de lui dire « La visite d'aujourd'hui a pour but de déterminer si je peux vous aider ou non. Je vais vous faire quelques recommandations et vous déciderez toujours de ce que vous voulez faire. » C'est une brillante manière de faire participer son patient de manière active. Et je vous incite à dire cette simple phrase. Vous déciderez toujours de ce que vous voulez faire et vous me poserez les questions pour décider. Donc pour que cette responsabilité partagée devienne une autorité partagée, c'est plutôt difficile à établir, eh bien le praticien doit voir son patient comme un expert compagnon. Et je vous cite encore un des médecins qui a été interviewé dans cette étude. Ce qui est souvent méconnu, c'est que le patient apporte aussi un certain niveau d'expertise. Qui les connaît mieux qu'eux-mêmes? Et après tout, il s'agit d'eux et de la façon dont ils sont capables d'aller mieux. Et je vous rappelle que l'evidence-based medicine, dont on est tous attachés, ça prend en compte, et on a eu tendance à l'oublier, ce que souhaite le patient. C'est essentiel. Ce que souhaite votre patient, c'est de l'evidence-based medicine. Ce n'est pas que l'étude de 10 000 personnes qui a prouvé que telle statine était bon, etc. Non. C'est important, mais ce qui est aussi également important, c'est ce que souhaite votre patient, et c'est à lui de décider. Nous allons aborder la dernière compétence essentielle que cette étude a révélée, c'est être engagé et être digne de confiance. Les praticiens interrogés ont utilisé à plusieurs reprises dans leur questionnaire le mot « digne de confiance », l'expression, et ils l'ont associé à la peur de l'abandon des patients. Le praticien devrait assurer sa reconnaissance et son implication dans cette histoire en promettant de ne pas abandonner le patient au fur et à mesure que l'histoire progresse. C'est hyper important. Il faut que nos patients sachent que l'on est présent, ou alors si on est absent, il faut leur donner le numéro, les coordonnées de quelqu'un qui peut prendre le relais. Mais c'est essentiel parce que sans cela, les patients iront voir ailleurs, ils ne vous feront pas confiance et on serait de mauvais médecins. Je suis désolé, on préférait tous bosser à mi-temps, faire quelque chose d'autre quand on a du temps libre et oublier nos patients, mais la vérité, c'est que pour être un bon soignant, il faut être disponible. Vous pouvez vous arranger, il y a plein de technologies maintenant, il y a des agendas numériques, il y a des secrétariats numériques, il y a des boîtes mail pro, il y a plein de choses pour filtrer les demandes. Vous pouvez vous accorder 20 minutes dans la journée pour gérer ça. C'est une bonne idée d'ailleurs, on pourrait en reparler, de vous accorder un tout petit créneau dans la journée sur lequel vous pouvez répondre à vos patients, ça peut être même par WhatsApp, etc. Alors faire attention au niveau médico-légal évidemment, mais il faut assurer un suivi, c'est essentiel. Je vous cite un des praticiens interrogés. La guérison, c'est une question de connexion, et les connexions sont une question d'écoute des histoires des gens. Écouter les histoires des gens est ce qui fait de nous des personnes dignes de confiance. Et au fur et à mesure que nous nous révélons dignes de confiance, nous devenons plus efficaces. Je vous cite un autre praticien. Vos patients doivent vous faire confiance. Ils doivent faire confiance au fait que vous avez leurs meilleurs intérêts à cœur. Et rien ne solidifie cette confiance comme de dire « Je vous apprécie en tant qu'individu. J'apprécie qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous apportez à ma vie. Et à cause de cela, vous pouvez me faire explicitement confiance et faire confiance à ce que je vous recommande. » Vous avez remarqué que j'ai insisté sur « Ils doivent faire confiance au fait que vous avez leurs meilleurs intérêts à cœur. » C'est-à-dire qu'on doit parler des intérêts des patients, pas des intérêts des médecins. L'intérêt du médecin, c'est d'aller vite, c'est d'enchaîner sur un patient suivant, c'est de faire correctement son boulot, c'est de gagner de l'argent. C'est ça l'intérêt de la majorité des médecins. Mais il faut absolument garder à l'esprit qu'il faut veiller à l'intérêt de nos patients.
parfois en notre défaveur. Mais c'est eux qui doivent décider. Donc pour ça, ça se mérite. C'est une relation humaine qui se mérite, qui se travaille, et c'est être fidèle. Je vais vous citer une dernière citation pour clore cette 8e partie. Une chose que j'essaie toujours de faire est de m'assurer que chaque patient repart avec un plan. Je dis aux patients que c'est une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter. Vous repartez toujours avec un plan. Maintenant, cela peut ne pas fonctionner, mais au moins, vous avez un plan. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est de proposer à ces patients une conduite à tenir. C'est-à-dire, vous leur proposez quelque chose, des signes à contrôler, des choses basiques, 3 choses à faire en sortant de la consultation, toujours des messages simples pour que ça reste. Vous leur proposez un plan d'action. Nous avons fini cet épisode des 8 compétences que je vais vous rappeler en fin d'épisode. Mais juste avant, je vais conclure sur cette étude que j'ai trouvée brillante, dont je vais vous mettre les notes en fin d'épisode. Donc en conclusion, les auteurs de cette étude nous rappellent que les compétences de guérison restent au cœur de la médecine. Et ils affirment que ces compétences ne sont pas seulement des stratégies, mais qu'elles sont des éléments essentiels de l'éthique médicale. Je vous le répète, ce ne sont pas des outils, mais ça doit devenir quelque chose qui est en vous. Ça se travaille en vous. Il faut savoir que ces compétences ont de multiples avantages. Tout d'abord, c'est d'améliorer évidemment les soins aux patients, cela va de soi, mais c'est aussi la capacité pour les médecins à trouver un sens plus profond et une satisfaction dans leur pratique. On sait tous qu'un signe du burn-out ou de dépression, c'est de ne pas trouver un sens à son travail. C'est tout le thème sur les bullshit jobs et qui est même retrouvé dans la santé. Ne pas avoir de sens, c'est enchaîner les patients toutes les 10 minutes en cabinet, faire des ordonnances à la chaîne, etc., etc. Mais s'engager dans une relation de soins, c'est retrouver du sens et c'est repousser la dépression et le burn-out. Je vous invite dès demain à vous approprier un de ces aspects que je viens de vous citer. Je vais vous les résumer très rapidement. En 1, faire les petites choses. En 2, prendre le temps et écouter. En 3, être ouvert émotionnellement. En 4, trouver quelque chose à apprécier et à aimer chez notre patient. En 5, enlever toutes les barrières qui font écran entre soi et le patient. En 6, laisser le patient s'expliquer. En 7, partager l'autorité. Et en 8, être engagé et digne de confiance. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire pour vous. J'ai adoré lire et résumer cette étude. Si ça vous a plu, vous pouvez me raconter ça sur les réseaux. Vous pouvez tout simplement vous abonner à ce podcast. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Super Docteur. Je publie chaque mois une newsletter de grande qualité pour tous mes confrères et mes consoeurs médecins généralistes. Et évidemment, il vous suffit de me donner un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, ce qui va me permettre de bien référencer mon travail et d'agrandir cette superbe communauté qui est la vôtre. Et pour conclure de chez Conclure, je vais vous citer Rachel Naomi Remen, une grande professeure émérite de médecine, qui travaille dans la médecine intégrative, qui a été malade elle-même, qui a écrit des super bouquins, Rachel Naomi Remen. Je vais vous la citer pour finir ce podcast. Nous, les médecins, pensions pouvoir tout guérir, mais il s'avère que nous ne pouvons guérir qu'une petite partie de la souffrance humaine. Le reste doit être soigné. À bientôt. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter. Je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!